Messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, monsieur l'immortel, monsieur le président du syndicat des énergies renouvelables, cher Jean-Louis Bal, mesdames, messieurs, je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir invité à ce 16e colloque du syndicat des énergies renouvelables. Vous le disiez à l'instant, la dernière fois qu'un Premier ministre a ouvert cet événement, c'était en 2000 avec Lionel Jospin, et je suis donc heureux de constater que j'avance au rythme des énergies renouvelables. Mais je ne sais pas pour ce qui me concerne, en tout cas, depuis, les énergies renouvelables ont pris, elles, de l'ampleur. Elles ont trouvé leur place, et depuis 2003, le parc éolien français a ainsi été multiplié par 42. Et depuis 2006, le parc photovoltaïque par 1300, même si nous savons que ces chiffres aussi cachent une autre réalité que vous avez vous-même signalée. Alors disons que ce n'est pourtant que le tout début. Nous sommes en effet au commencement de transformations profondes dans notre manière de produire de l'énergie. C'est, et nous le voyons bien, une nouvelle frontière vers laquelle nous devons tous ensemble nous diriger. Si les énergies renouvelables ont amorcé leur essor, c'est grâce, je crois pouvoir le dire très sincèrement, à la qualité de votre dialogue. Vous tous, industriels, scientifiques, experts, élus, vous avez su travailler ensemble, développer et mettre en œuvre des solutions innovantes. Des solutions permettant de réduire le recours aux énergies fossiles et donc de lutter contre le réchauffement de la planète. Mesdames, Messieurs, vous connaissez comme moi les impératifs de notre temps. Les derniers rapports sur le climat nous les ont encore rappelés. L'homme et son mode de vie, de consommer, de se déplacer, l'utilisation du pétrole, du charbon, du gaz ont un impact majeur sur le changement climatique. L'année 2014 a battu tous les records de chaleur. Si nous continuons sur cette voie, les températures mondiales auront augmenté de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, produisant alors des effets irréversibles sur notre milieu naturel. D'ailleurs, nous avons déjà pu malheureusement constater les premiers effets du réchauffement de la planète. Les événements, disons les catastrophes climatiques à répétition, les fontes de glaciers, la montée des eaux en sont les symptômes. Ces perturbations, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, réduisent la biodiversité et donc la richesse de notre planète. La question qui nous est posée est une question lourde, grave, unique même, l'avenir de l'humanité. Il nous faut donc, à tous les niveaux, agir. Car, soyons conscients d'une chose, le coût de l'inaction serait très supérieur à celui des efforts que nous devons consentir aujourd'hui. C'est le message que nous adresse le groupe international des experts et du climat, et à mon tour, je salue son président, Rajendra Pachauri, qui est avec nous aujourd'hui. Agir, c'est miser sur les énergies renouvelables. Non seulement elles sont rentables, mais, comme vous le rappeliez, cher Jean-Louis Bal, elles mettent les territoires sur un pied d'égalité. Car quel pays ne dispose pas de vent, de soleil, de géothermie? Les énergies renouvelables permettent également de diminuer les inégalités. Les phénomènes climatiques que je mentionnais frappent toujours plus durement les populations les plus graves. Nicolas Hulot, avec qui je discutais il y a quelques jours, me rappelait cette évidence. Il revenait d'un déplacement aux Philippines. Ils ont déjà des effets sur les mouvements de population. Les Nations unies recensent des dizaines de milliers de réfugiés climatiques. Limiter nos émissions de CO2, c'est nous interroger à long terme sur la façon dont nous vivons. Mieux penser les villes pour être moins dépendants de l'automobile, mieux recycler, mieux préserver l'environnement et la biodiversité. Nous devons donc, pour dire les choses autrement, réinventer notre modèle de croissance. Et je dis bien, en faisant écho à vos propos, je dis bien de croissance. On entend souvent que les régulations environnementales
serait un frein à la croissance. C'est faux. Limiter nos émissions de CO2, cela ne veut pas dire arrêter de produire. Cela veut dire produire autrement, produire mieux et aussi moins consommer de ressources naturelles. La croissance verte, les technologies durables sont autant d'opportunités, autant de nouveaux marchés sur lesquels la France est déjà compétitive. J'ai eu l'occasion de me rendre compte il y a 2 semaines de cela, lors de mon déplacement en Chine, où les grands groupes français ont su mettre en avant leur savoir-faire. Développer les énergies renouvelables est donc une question de volonté politique, mais aussi de moyens. Les deux sont liés. Je souhaite que nous revoyions nos modèles de subvention aux énergies. Aujourd'hui encore, les énergies fossiles bénéficient de 4 fois plus d'aides dans le monde que les énergies renouvelables. Au regard de l'urgence, cette situation est incompréhensible. La lutte contre le réchauffement climatique, mesdames et messieurs, ne portera ses fruits que si tous les pays travaillent de concert. C'est bien à l'échelle de la planète qu'il faut agir pour obtenir des résultats. Et nous le savons, c'est désormais notre responsabilité à tous de le faire savoir. Une nouvelle diplomatie verte se met en place et avec la conférence Paris Climat 2015, la France est à la pointe de ce combat. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, et Ségolène Royal, la ministre chargée de l'écologie, sont pleinement impliqués pour mobiliser en France et dans le monde. Mobiliser les acteurs gouvernementaux, mobiliser les ONG et les associations, mobiliser les entreprises, mais mobiliser aussi, et pour nous Français, c'est un défi considérable pour cette année, mobiliser toute la société autour de ce rendez-vous. Un accord ambitieux et responsable doit être signé à l'issue de cette conférence en décembre prochain. Il y a encore du chemin à faire et nous connaissons tous les obstacles qui peuvent empêcher cet accord. En tout cas, soyez assurés que la France, son gouvernement, sous l'autorité du président de la République, fera tout ce qui est possible pour arriver à un accord ambitieux et responsable. Cela implique de prendre en compte la spécificité des situations, car le problème ne se pose pas de la même manière dans les pays développés et dans les pays en développement. Cela implique également de rassembler autour de cet accord les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et je pense notamment aux États-Unis et à la Chine. Et comme vous le savez, la Chine fait face à de lourds problèmes de pollution. Chaque année, pour répondre aux besoins énergétiques de plus d'1,4 milliard d'habitants, la Chine installe à peu près l'équivalent de la puissance électrique de la France. Pour cela, elle a recours aux énergies fossiles. Mais ce que l'on sait moins, mais que vous savez parfaitement, c'est qu'il est aussi le premier pays au monde pour les énergies renouvelables, aussi bien en tant que producteur qu'en tant que consommateur. Alors oui, moi je ne veux pas douter que la Chine agit. Je sais et j'espère qu'elle saisira l'opportunité de la conférence Paris Climat 2015. Le président Xi Jinping et le Premier ministre chinois, Li Keqiang, l'ont confirmé, l'ont affirmé à plusieurs reprises. Les échanges internationaux ne se limitent pas, bien entendu, à la Chine. Laurent Fabius et Ségolène Royal travaillent à cette mobilisation internationale. C'était le cas à Lima, il y a quelques semaines. Ils étaient aussi en Inde la semaine dernière lors du Forum mondial du développement durable pour évoquer l'accord de décembre et les moyens de le rendre aussi ambitieux que possible. Et nous savons que l'Inde aura également un rôle important et devra assumer ses responsabilités dans ce domaine. La France est mobilisée, mais pour peser sur la scène internationale, vous le rappeliez, Monsieur le Président, la mise en place d'une Europe de l'énergie est indispensable. Le président de la République vient de le rappeler récemment. L'union de l'énergie doit se concrétiser. Pour être efficace, les 28 politiques énergétiques doivent toutes aller dans la même direction. Nous avons perdu du temps, il faut uniquement se rappeler de documents, il y a plus de 15 ans, que Jacques Delors avait pu émettre. Pour être ambitieuse, donc, l'Europe de l'énergie doit se donner 3 objectifs.
D'abord, la lutte contre le dérèglement climatique, je viens de l'évoquer. Ensuite, la question de notre sécurité d'approvisionnement. Elle est essentielle, car l'Union européenne importe 53% de l'énergie qu'elle consomme. La crise libyenne n'est pas si ancienne et aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, l'actualité ukrainienne nous rappelle l'importance de ce sujet. Enfin, troisième objectif, c'est celui de la compétitivité de notre énergie. Et pour atteindre ces objectifs, il faut adapter le marché de l'électricité au développement des énergies renouvelables. Le marché européen actuel a été conçu pour les moyens classiques de production d'énergie, nucléaire, thermique et hydraulique. Il faut adapter nos règles pour faciliter la progression des énergies renouvelables. Et c'est tout l'enjeu du mécanisme de capacité proposé par la France. Il est également nécessaire de développer les filières d'excellence dans les énergies renouvelables. Vous êtes pour cela en première ligne et vous savez que mon gouvernement soutient ces initiatives. Je me suis rendu, vous l'avez rappelé, récemment à Nantes, aux Assises de la mer, à Saint-Nazaire ou à Brest, pour constater aussi le potentiel de nos entreprises dans le domaine des énergies renouvelables, maritimes et offshore. J'ai pu constater les progrès précisément accomplis dans les énergies marines, dans l'éolien offshore donc, comme dans les hydroliennes. Il est aussi fondamental de développer les réseaux électriques et gaziers et les interconnexions. J'inaugurerai la semaine prochaine, vendredi, la nouvelle interconnexion électrique France-Espagne avec le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. C'est, je le crois, une avancée considérable. Il faut enfin redonner vraiment un prix au carbone, tout en tenant compte de nos industries. Car il n'est pas question qu'elles s'en aillent hors d'Europe. Ce serait néfaste pour l'emploi comme pour l'environnement. Telles sont donc les conditions pour construire l'Europe de l'énergie que le président de la République appelait déjà de ses vœux dans ses engagements de candidat en 2012. L'Europe, je tiens à le souligner, est déjà à l'initiative sur ces sujets. Elle doit le rester et c'est à nous tous de nous engager. Il n'y aura pas d'avancée majeure en matière de développement durable sans concertation, sans échanges internationaux. Les échanges diplomatiques, j'en ai parlé, mais également les échanges économiques. Dans ce champ, l'expertise de la France, même si ce n'est pas le seul pays, et de ses entreprises est, me semble-t-il, reconnue. La compétence d'Areva et d'EDF dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables, n'est plus à démontrer. Et je salue le travail qu'elle réalise. Je voudrais saluer également l'énergie et le dynamisme de toutes ces entreprises qui conçoivent et développent les nouvelles technologies propres. Beaucoup sont représentés aujourd'hui, des start-up, des micro-entreprises, des grands groupes et des petites et moyennes entreprises. Et je salue, nous en parlions il y a un instant, Akuo, qui vient de signer un accord majeur en Indonésie. J'avais rencontré cette entreprise à Brest il y a donc quelques semaines. Toutes ces entreprises, et cet exemple en est une belle démonstration, agissent et toutes agissent pour l'excellence française. Nous devons être attentifs à les soutenir, notamment sur la question des prix. Il y a des différences avec d'autres pays qui sont en avance, qui doivent être comblées. 2015 sera en France donc une année verte et ça ne doit pas être la seule année verte des prochaines années. De nombreux chantiers ont été engagés. Ils jalonnent notre parcours jusqu'à la conférence Paris Climat 2015. La France, c'est l'exigence affirmée par François Hollande, la France doit être exemplaire. Le débat parlementaire sur la loi de transition énergétique a repris avant-hier au Sénat et je me félicite du travail constructif que les sénateurs ont déjà réalisé. Ce projet organise la complémentarité de nos énergies nucléaires et renouvelables. Et sortons de ces débats stériles sur le nucléaire, car je note trop souvent que les médias s'intéressent principalement à cela. Nous avons fixé
un objectif pour 2025, 50% de nucléaire dans notre production électrique, et c'est cet objectif-là que nous devons atteindre, mais le nucléaire gardera une part importante dans notre bouquet énergétique et reste, nous le savons, une filière d'avenir. Mais cette loi permettra également de réduire notre dépendance aux produits pétroliers. Elle est une première étape qui sera suivie par l'élaboration de notre stratégie nationale bas carbone. Nos objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie en découleront directement. 2015 sera aussi l'année de nos premières programmations pluriannuelles de l'énergie. Il s'agit de fixer des objectifs précis sur le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, la méthanisation. C'est indispensable pour que les filières industrielles, mais aussi les filières agricoles, disposent d'une visibilité sur le long terme. Elles pourront ainsi se développer plus sereinement. 2015 sera également l'année du chantier ouvert par le président de la République et le gouvernement sur ce que nous appelons le dialogue environnemental et la démocratie participative. Je le disais il y a une semaine à peine devant le Conseil national de la transition écologique. L'enjeu pour le pays est simple, montrer que l'écologie et l'économie, l'écologie et la compétitivité, l'écologie et la croissance ne sont pas opposés. Au contraire, l'économie verte, c'est un vivier d'emplois non délocalisable par ailleurs, et c'est donc un levier pour la croissance. La construction de nouvelles infrastructures n'est pas non plus incompatible avec nos préoccupations écologiques. Et pour permettre à des projets d'être conçus et mis en œuvre de manière apaisée, nos procédures doivent être plus transparentes et elles doivent mieux associer les citoyens. C'est ainsi que nous avancerons et ainsi que nous ferons aboutir des projets. Il faut également, vous l'avez rappelé, simplifier notre droit. Trop souvent, l'énergie renouvelable, dans toutes ses formes, éolienne, hydroélectricité, biomasse, biocarburants, cette énergie fait l'objet de recours, de campagnes en raison de conflits d'usage, de débats infinis sur l'esthétique. Je pense à l'éolien, décrié par des opposants qui s'érigent souvent, sincères d'ailleurs, en défenseurs des paysages. Et pourtant, ces énergies renouvelables sont absolument nécessaires. La France, donc, ne sera pas immobile. Nous devons agir, nous devons réformer, nous devons trouver des solutions à ces divergences. Et la loi sur la transition énergétique, sans doute l'un des textes les plus importants de ce quinquennat, sera pour cela un moment fondateur. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le réchauffement climatique réclame que nous agissions en même temps sur tous les leviers que nous disposons. Et les énergies renouvelables sont donc un levier considérable. Et s'il n'y a qu'un seul message à retenir de mon intervention, c'est bien celui-ci. L'action du gouvernement est déterminée et, je pense pouvoir le dire, mais avec modestie et lucidité, elle porte déjà ses fruits. RTE, notre réseau de transport d'électricité, l'a rappelé. La puissance éolienne installée a progressé de plus de 50% en 2014 par rapport à 2013, et cela représente 963 mégawatts. Sur la même période, la production d'énergie renouvelable électrique a atteint près de 20% de la consommation. Hors hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, il ne doit plus connaître les zigzags de ces dernières années, et la bioénergie ont dépassé la production du parc thermique. Et grâce aux mesures de simplification juridique, qui doivent bien s'appliquer, qui doivent être bien respectées, en 2014, la France a enrayé la chute des installations constatée depuis 2011, mais je mesure encore les progrès qu'il nous faut accomplir. La France, en tout cas, est sur la bonne voie, sur la voie de la transition énergétique, et il faut continuer sur cette lancée. Les chantiers qui s'ouvrent à nous sont nombreux et passionnants. Nous devons identifier de nouvelles zones pour l'éolien offshore. Nous devons également faire un premier retour d'expérience sur la méthanisation et aller plus loin, étudier les bonnes pratiques à mettre en place, les manières dont le soutien peut être adapté
car je n'ignore pas qu'il subsiste des difficultés. Nous devons adapter les soutiens financiers pour atteindre nos objectifs, notamment pour le photovoltaïque. Parler des chantiers qui nous attendent, c'est identifier les premières avancées, c'est donc reconnaître le rôle précurseur des Outre-mer. Elles doivent constituer des vitrines technologiques grâce au stockage de l'énergie, grâce à l'énergie thermique des mers. C'est tout le travail mené par Ségolène Royal qui sera en effet présente ici cet après-midi. La lutte contre le réchauffement climatique exige également que nous agissions dès aujourd'hui. C'est le rôle de tous les Français, je le rappelais. Nous devons faire évoluer nos habitudes et nos pratiques, progressivement, mais durablement. Et c'est un débat dont chacun doit se saisir. Et moi, je salue toujours comme un fait très important qu'un grand intellectuel, qu'un grand écrivain passionné par ces questions de l'énergie, de l'eau, par les questions du développement au Sud, qu'un grand intellectuel comme Éric Orsena soit à la pointe de ce combat, parce qu'il ne s'agit pas uniquement que les experts ou que les entreprises s'intéressent ou portent ces débats, même si c'est essentiel. C'est donc votre rôle, votre responsabilité de continuer à œuvrer pour le développement résolu et financièrement soutenable des énergies renouvelables. Et je sais que vous le faites tous les jours, car je sais combien ce sujet vous tient à cœur, chacun dans votre domaine. Soyez donc assurés que le gouvernement vous apportera tout son soutien dans cette entreprise, car nous savons combien elle est essentielle. Je vous souhaite, parce que moi je vous quitte immédiatement, c'est le lot d'un Premier ministre, je le disais, d'ouvrir ou de conclure ce type de colloque, mais je sais que ce qui est essentiel, ce sont les débats que vous aurez tout au long de cette journée. Et moi, Monsieur le Président, je l'ai bien compris, je ne sais pas où je serai, mais je vous donne rendez-vous dans 15 ans. Merci beaucoup.